Au Bénin, plus de 8 milliards destinés à l'approvisionnement des populations en eau potable ont été détournés au ministère en charge de l'eau sous le ministre Barthélémy Kessa. Aujourd'hui, ministre sous les couleurs, aujourd'hui député du moins sous les couleurs de la coalition des partis soutenant le président Boni Yayi. Une affaire de détournement parmi tant d'autres affaires et crimes économiques qui font la une de l'actualité dans le pays. Croisade du gouvernement contre les crimes économiques au Bénin, nécessité de mise en œuvre des réformes avant la fin du mandat du président Boni Yayi. C'est le premier débat que je lance après ce générique. Notre débat de ce jour reçoit deux invités. Donc Lama Balo, journaliste et directeur de la radio Soleil FM au Bénin. Donc Lama Balo, bonjour. Bonjour Joël, bonjour à tous les téléspectateurs. Je reçois également sur ce plateau Joël Yetonji de la rédaction de Sika TV. Joël Yetonji, bonjour. Bonjour à vous, bonjour donc Lam et bonjour aux téléspectateurs. Bonjour Joël. Nous démarrons ce débat avec l'audit, je le disais tantôt, que le gouvernement a commandité au sujet de ce détournement dans un projet des Pays-Bas. Les Pays-Bas ont décidé de soutenir le Bénin dans le secteur de l'eau et assainissement et le poteau rose a été découvert, plus de 8 milliards détournés dans ce projet dans les caisses de l'État. Donc Lama Balo, est-ce que vous attendiez à ces révélations? Oui, bien sûr que je m'attendais personnellement à ces révélations. Vous savez très bien que cet audit a été commandité par le gouvernement béninois et le gouvernement néerlandais. Et à partir du moment où on nous a parlé d'audit international, d'audit d'investigation, j'ai compris que finalement on va avoir la vérité. Pourquoi je le dis? Parce que depuis 2006, à l'arrivée du docteur Thomas Boni Yayi au pouvoir, on a commandité beaucoup d'audits, mais c'était au niveau national et on n'a jamais eu les résultats de ces audits-là. Et à partir du moment où l'audit international commandité dépassait les limites du Bénin, j'ai eu, je me suis dit que pour une fois, on aura la vérité. Et ça n'a pas raté parce que avec 2 mois seulement d'investigation, sur 800 pages, on a découvert des choses inimaginables dans la gestion notamment du projet pluriannuel d'eau et d'assainissement. Si je dois répondre à votre question, je dirais que je m'attendais un peu à ça, mais je ne m'attendais pas à cette ampleur-là, parce qu'on nous avait parlé de 2,6 milliards, mais finalement, nous sommes arrivés à 8,5 milliards. Et pourtant, donc, le Bénin, quand même, avait des dispositifs de contrôle financier. Comment se fait-il que ces dispositifs n'ont pas pu remarquer ces cas de détournement à temps? Est-ce que ce que nous avons comme dispositif de contrôle, est-ce que c'est efficient? C'est la grosse question. Parce que ce qui est dénoncé ici... Il y a l'inspection générale d'État, dirigée par un grand contrôleur financier pendant des années. Vous n'allez quand même pas dire que le président du Bénin, sachant justement qu'il y a ces genres de détournement, a laissé faire. J'ai eu le bonheur de suivre la conférence de presse de l'auditeur général. Et je crois que la mission d'investigation a même dénoncé le laxisme de l'inspection générale de l'État. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le tout ne suffit pas d'avoir une inspection générale de l'État, mais il faut que cette inspection fonctionne normalement. Et il a été clairement dit dans ce rapport que l'inspection n'a pas fonctionné. Alors quand j'ai écouté les représentants du gouvernement, on a semblé mettre ce crime économique sur le dos de 2 opérateurs économiques. Et moi, j'ai été surpris de cette lecture qu'on fait de la situation. Est-ce que les 2 opérateurs économiques en question ont fonctionné sans la complicité des agents de l'État, des agents assermentés? Il est impossible de sortir des finances publiques, de la caisse publique, du trésor public, plus de 8 milliards de francs CFA sans la complicité des agents du ministère des Finances. Et donc, la toile est bien tissée au niveau de l'administration du ministère des Finances, puisque la dame qui s'occupait des ressources financières, le délégué du contrôle financier qui est l'œil du ministre de l'économie et des finances, l'agent comptable, eh bien tous ces gens sont impliqués dans la chaîne de fraude. C'est-à-dire que les 2 opérateurs économiques, c'est peut-être la face visible de l'iceberg, mais je me dis que derrière, il y a une grosse toile qu'on a tissée et je reste sur ma faim par rapport aux décisions prises par le gouvernement. Je crois qu'il faut taper plus fort que ça et j'attends vraiment que d'autres complicités soient définies. On peut déjà quand même encourager le gouvernement du Bénin, puisque c'est déjà un début d'avoir lancé ce taudis, d'avoir déjà démarré des sanctions justement dans cette affaire. Je n'encourage pas le gouvernement du Bénin. Vous savez pourquoi? Il faut bien encourager. Non, pourquoi? Parce que justement parce qu'il y a une volonté d'assainir le climat des affaires. Vous parlez de quelle volonté? Le gouvernement a été obligé, puisque, souvenez-vous, les Pays-Bas ont donné un ultimatum au Bénin. On nous a dit clairement, si à la date du 1er août 2015, on n'avait pas situé les responsabilités techniques et politiques de cette affaire-là, les Pays-Bas allaient se retirer de la coopération avec le Bénin. Et c'est tout, hein.
C'est pour ça que le gouvernement béninois s'est obligé. Vous pensez que s'il n'y avait pas eu ce type il y a eu contrainte. On allait, Absolument. on allait gérer autrement. On allait gérer autrement, puisque jusque-là, on a géré autrement. Depuis 2006, on a commandité des audits. On n'a jamais eu les résultats, parce que ça, il s'agissait de l'argent public, de l'argent du Bénin. Mais maintenant qu'on a osé prendre l'épargne des étrangers, encore quand je dis étrangers, je veux dire des Pays-Bas. Donc c'est les impôts. Ceux qui appuient justement le Bénin. À partir de cet instant-là, et les Pays-Bas également ont exigé qu'on fasse la lumière autour de ce dossier, le gouvernement béninois n'avait pas le choix. Donc moi je pense que le chef de l'État s'est retrouvé au pied du mur. Oui, c'est pour ça qu'on a eu ce dénouement. Oui, mais certainement que cette affaire servira à soulever d'autres affaires dans le pays et à pousser le gouvernement à assainir, comme je le disais tantôt, le climat des affaires. Joël Yetondi, vous avez suivi également ce rapport d'audit sur les cas de détournement, notamment au niveau du ministère de l'Eau. Un ministre aujourd'hui qui se retrouve à l'Assemblée, est-ce que vous attendiez à ces révélations qui ont été faites par ce rapport d'audit? Bon, le contenu même, pas autre mesure, dire que tout ce qu'on a cité comme nom serait impliqué dans l'affaire. Mais par rapport au scandale, à la révélation, je ne suis pas vraiment surpris. Le Bénin ne m'a pas surpris sur ce dossier parce que le Bénin s'est illustré malheureusement ces 8 dernières années négativement en matière de lutte contre la corruption. Si le Bénin s'est révélé un laboratoire sur le plan démocratique, mais je pense que sur le plan économique, ce pays a encore du chemin à faire. Il y a beaucoup à apprendre. C'est l'un des pays de l'Afrique de l'Ouest qui peut émerveiller en matière d'outils de lutte contre la corruption, en matière de réforme. Quand vous prenez l'administration béninoise, non, des tests de loi de qualité existent, des réformes, il y en a, qu'on passe à longueur de journée pour sensibiliser. La sensibilisation, il y en a. Et on a vu aussi le chef de l'État en son temps qui a organisé une marche historique qu'on n'aura pas oublié de sitôt, la marche verte. Et il a pris le devant. Le chef de l'État a suivi. Le peuple béninois, en son temps, a applaudi. Et on a cru un instant que voilà un pays à économie essentiellement fiscale qui va pouvoir renaître de ses cendres. Mais erreur. Quand vous faites le point, c'est vraiment la catastrophe. Oui, on n'a jamais vu ça. Oui, mais cette catastrophe, c'est la faute du chef de l'État. Il a marqué quand même sa volonté à lutter quand même contre la corruption. Aujourd'hui, sur le terrain, ce sont les cadres qui sont impliqués, ce sont les milices qui sont impliqués. J'ai malheureusement l'impression que c'est la volonté qui, hélas, a manqué. Parce que lorsque vous avez les tests de loi pour punir et qu'on n'a pas les résultats, il faut se demander là où ça n'a pas pris. Et là où ça n'a pas pris, il me semble que c'est cette volonté-là, justement. Parce que, donc là, on me le disait tout à l'heure, dans toutes ces affaires, ces piles de dossiers cités, vous vous rendez compte que, bien, à l'arrivée, on n'a puni personne. Ou non? Qu'on a fait semblant de punir. Oui, mais finalement, on a relâché les gens qui ont été en prison au Bénin pour des cas de détournement. Donc peut-être qu'aujourd'hui, le gouvernement a pris conscience de quand vous citez malheureusement... Il faut gérer autrement ces genres de dossiers. Quand vous citez... Les procédures de punition sont en cours. Non. Quand vous citez ces cas de dossiers, vous vous rendez compte que malheureusement, il y a eu presque de l'arbitraire. Sinon, ça ressemble à de l'arbitraire. Parce qu'après, on libère ceux-là qu'on a semblé punir et puis... on dit qu'on leur reproche finalement plus rien ou on n'a plus de suite. Je ne veux pas entrer dans les détails, mais je veux par exemple, pour illustrer ce que je dis, à savoir que vraiment malheureusement j'ai mal dans ma peau et je n'espère pas grand-chose, même parlant de ce dossier-là. Oui, je suis d'accord que si les Pays-Bas n'avaient pas tapé du poing sur la table, on n'aurait pas ce qu'on a eu là. Quand vous observez un peu le communiqué qu'on a diffusé à longueur de journée, le Conseil des ministres qui a sorti cette décision, donc là m'a souligné tout à l'heure qu'on a indexé 2 opérateurs économiques. Mais de quelle façon? En indexant ces 2 opérateurs économiques, on nous a fait savoir qu'il y a un qui vient d'un département, le Koufo. On nous a fait comprendre qu'il y a un qui est beau-frère de quelqu'un. Beau-frère de qui? Un certain Olivier Bokor. Et quand vous faites bien attention, vous vous rendez compte que le Koufo, c'est le département de l'ancien président de l'Assemblée nationale qui ne parle pas le même langage aujourd'hui que le chef de l'État. Ce n'est plus la lune de miel. Quand vous prenez Olivier Bokor, c'est l'homme qui était cité dans l'affaire dite tentative d'empoisonnement du chef de l'État. Mais quand vous regardez de très près la liste de ceux-là qu'on a cités, mais vous vous demandez d'abord, en indexant ceux-là, en précisant que la personne vient de telle localité, c'est à savoir que, ou à faire croire que c'est le département qui bat le record en termes de corruption. Et on est curieux d'identifier alors les autres cités dans cette affaire. Mais quand vous faites l'addition, vous vous rendez malheureusement compte, comme le dit un ancien ministre sous Kérékou, je vais nommer Gaston Zossou, que tout le reste
ceux-là qui battent le record dans ce dossier viennent de la bonne région, que je ne vais pas nommer, pour paraphraser l'autre. Oui, qu'est-ce que ça signifie? Là n'est pas le débat. Non, le débat... C'est peut-être une déformation du secrétaire général du gouvernement qui a lu... Mais c'est grave, mais vous savez que le secrétaire général est l'œil du gouvernement. On ne peut pas le laisser dire ça. Et plus loin, je vous cite ceci. On dit... Le ministre est invité à se soumettre aux procédures constitutionnelles. C'est le secrétaire général du gouvernement qui parle, visant à la manifestation de la vérité en raison de sa qualité de ministre au moment des faits. En l'occurrence, la Haute Cour de justice, structure habilitée à écouter les personnalités de son rang, puisqu'il continue de nier les faits qui lui sont reprochés par le cabinet et qui seraient en possession d'informations échangées entre lui et ses agents incriminés. Alors, comment un secrétaire général du gouvernement peut lire un communiqué du genre, donner l'étude d'un test du genre quand on sait, on connaît la procédure? Et ça dit qu'il n'y a personne qui a suivi un peu ce test élaboré et rendu public. Ça pose un problème. Alors, ça suffit simplement, ma foi. Il n'y a pas suffisamment de volonté. Non, il n'y a pas de volonté. Parce que attendez, quand je remonte les dossiers, on ne va pas finir avec, malheureusement, on aime ce pays, on ne peut pas comprendre que le Bénin ne puisse pas être un modèle. On a mal dans la peau. Quand vous prenez ce dossier, je dis encore, sur ce dossier simplement, vous constatez que la bonne foi, la volonté serait quoi? Que, à la fin, au lieu de nous lire cette phrase-là, que le secrétaire général nous donne l'étude comme quoi le gouvernement s'apprête à saisir les juridictions compétentes afin que le concerné soit traduit devant la Haute Cour de justice. Ce n'est qu'un communiqué de conseil des ministres. Je crois quand vous dites que ce n'est qu'un communiqué, quand vous dites que ce n'est qu'un communiqué, mais c'est grave. Les dispositions sont en cours. Justement, il faut le rappeler à Joël Yetondy. Non, ce n'est pas à me le rappeler. Non, il a été question... Non, attendez, s'il vous plaît. Quand vous parlez comme ça, j'ai mal. Attention, s'il vous plaît. Vous avez lu un communiqué du Conseil des ministres qui date d'il y a des heures. Donc, ça a évolué. Le dossier a évolué. Parce que les réactions n'ont pas manqué. Il ne faut pas encourager ça. Non, on ne peut pas saluer ça. Nous sommes obligés de rester dans l'actualité. Puisque ça a évolué, puisqu'on n'est plus au niveau du communiqué du secrétaire général du gouvernement, il faut reconnaître à la vérité que le gouvernement a déjà commencé par poser des actes. Il est clair que le ministre de la fonction publique a été instruit pour enclencher la procédure de radiation des agents concernés de la fonction publique. Et là, je souhaiterais personnellement qu'on puisse respecter vraiment le statut général des agents permanents de l'État par rapport à la radiation. En même temps, le gouvernement a déjà instruit la justice, en tout cas le procureur, pour que des démarches soient faites à l'encontre des deux opérateurs économiques incriminés. C'est-à-dire qu'on a lancé contre eux 2 mandats d'arrêt à l'international, même à l'international. Et le ministre Kassa, le ministre concerné, eh bien, on a déjà donné des instructions au ministère de la Justice pour que la procédure d'assignation devant la Haute Cour de justice soit enclenchée. Non, je crois que sur ce dossier, il y a des démarches qui ont été faites déjà au niveau du gouvernement. Et ça, il est important de le remarquer. Mais j'ai une chose fondamentale à dire. Et le cabinet qui a été commandité pour connaître de ce dossier, le cabinet Kroll notamment, a stigmatisé l'impunité. Parce que le cabinet a dit clairement dans son rapport que si on continue d'avoir des situations du genre au Bénin, c'est parce qu'on a continué à ne pas punir. Puisqu'il y a des mises en cause qui ont même gardé par devers eux des preuves. C'est-à-dire que lorsqu'on a commencé les investigations et qu'on est rentré dans leur bureau, même sur leur table, il y avait des preuves qui les accablaient. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux-là n'avaient jamais pensé qu'on allait les inquiéter. Ceux-là n'avaient jamais pensé qu'on allait les incriminer, donc ils étaient très laxistes. Et même dans le découpage des marchés publics, mais les gens ont été cruels, ils ont été inintelligents, parce qu'on dit que vous ne pouvez pas avoir un marché de plus de 20 millions, 60 millions par exemple, et vous décidez d'octroyer le marché au montant de 19 999 999 francs, à 1 franc près. C'est de la bêtise. Non, c'est de la bêtise, c'est de l'inintelligence. Et lorsqu'on parle de ce sujet, il faut le faire avec gravité, parce qu'il s'agit d'un pays qui se veut être modèle en termes de gestion économique et politique. Et moi, je ne peux pas comprendre que le Bénin en soit là aujourd'hui. J'ai vraiment mal, comme Joël Yetondy, et je dis qu'il faut situer les responsabilités et aller jusqu'au bout. C'est fondamental. Je vais vous inviter, chers invités, à suivre au sujet de cette affaire les réactions de quelques politiques et membres de la société civile béninoise. Suivons ensemble. C'est vraiment dommage. Il faut que les mises en cause soient véritablement punies et qu'on leur fasse rendre gorge. Personne ne peut comprendre qu'un ministre ait été informé d'une malversation de cette ampleur-là et qu'on dise parce qu'il n'a pas été
directement impliqué dans le flux financier, alors on se frotte les mains. Il a été informé et il n'a rien dit. Mais il s'est placé là lui-même ministre, il a un responsable. Et donc ça là, c'est une faute grave qui doit se punir sévèrement avec la dernière rigueur. Ça ne s'entend de nulle part, ça. Ça ne se comprend pas. On est dans quel pays? De l'argent pour donner de l'eau aux gens. Et ils restent dans ce petit ministère-là et ils se partagent l'argent. Ces gros bandits-là, on ne doit pas les laisser en vie. Si on le fait à 2, 3 personnes aujourd'hui, vous allez voir, la lutte contre la corruption là, va aller tout droit. Personne ne se gênera désormais. Mais faire comme Yahi fait là. Vous allez voir, hein, quand ça va sortir bientôt, hein, on ne l'a même pas encore arrêté, on ne va pas l'arrêter avant la fin du mandat de Yahi. Ce serait un miracle. Alors, ce miracle-là n'aura pas lieu, sincèrement. Yahi va faire quoi? Le type va dénoncer des gens. Si ces phénomènes-là rampants ne sont pas enrayés, la chance de développement de notre pays sur le plan socio-économique se trouve désormais compromise. Et l'avenir des Béninois, des enfants, est aussi hypothéqué. Le ministre de la Justice doit prendre ses dispositions, engager la procédure avec des huissiers de justice pour qu'on identifie tout de suite les biens appartenant à ceux-là. Parce qu'il faut rendre gorge. Deuxièmement, il y a un ministre qui est impliqué. Il est présumé jusqu'à présent, nous sommes d'accord. Mais c'est le premier test pour notre Assemblée nationale. Ils n'ont qu'à lui enlever l'humilité, comme on le dit. Il faut appeler chaque chose par son nom. Pour qu'il aille répondre de ses actes devant la justice. S'il y a la corruption dans un pays, ce pays ne peut jamais se développer. Mais c'est une réalité. Si 1 ou 2, 3 personnes peuvent détourner 8 milliards qui est destiné pour donner de l'eau à boire à des milliers de personnes, alors où est-ce que vous allez parler de développement? Le développement ne peut jamais exister. Voilà, c'était la réaction de quelques politiques et membres de la société civile au sujet de cette affaire. Il faut préciser que, comme je le disais à l'entame de cette émission, que le gouvernement du Bénin a pris cette affaire au sérieux et des sanctions ont déjà commencé, sont en cours et vont de la radiation des personnes soupçonnées jusqu'à leur poursuite devant la justice. Mais certains observateurs estiment que cette affaire sera noyée puisque le ministre de l'énergie et de l'eau d'alors, aujourd'hui député du moins, est protégé par l'immunité parlementaire. Joël Tondi, est-ce votre avis? En tout cas, moi je vous l'ai dit, je ne me fais pas d'illusions. Les Pays-Bas n'auraient pas tapé du poing sur la table qu'on n'aurait pas de résultat. Et dans ce dossier, je dis la façon dont tout est en train d'être fait, le dossier a évolué, aviez-vous dit tout à l'heure, mais j'observe que ça n'a été que de si malgré, oui. Parce que juste après ce à quoi nous avons assisté, nous avons eu des réactions, nous avons vu comment on s'est comporté. Voyez-vous, on ne peut pas vouloir régler un problème en criant d'autres. Ce n'est pas bon qu'à un certain niveau, qu'on cherche à identifier ou étiqueter certains, alors que c'est un dossier foutu où tout le monde est supposé impliqué de la même façon. Ça, c'est une grave erreur qu'il faut corriger. Au sommet de l'État, on ne peut pas le faire. On ne peut pas. Vous voyez, vous avez semblé banaliser quand j'évoquais la question. Alors, vous m'avez dit tout à l'heure que ce n'était pas là la question. Mais j'observe, voyez-vous, la façon dont ça se fait, où on dit, c'est même très grave. Je dis, il faut donner des éléments utiles pour l'éducation. Et l'élément utile, c'est ça. Il faut attirer l'attention. À ceux qui nous suivent. Et justement, Joël, je dis c'est grave, c'est triste pour ce pays. Voyez-vous, le Bénin ne peut pas tomber, le Bénin doit aller de l'avant. Parfois, les autorités le font sans s'en rendre compte. Je dis, quand on va à la stigmatisation, il ne faut pas vraiment fermer les yeux là-dessus. Quand on commence par dire tel vient de telle localité et telle autre, mais la question d'ivoirité, on a vu ce que ça a amené. Le Bénin ne peut pas tomber bas. C'est dans ce pays qu'on dit que le régionalisme a pris de l'ampleur. Et on ne peut pas, lorsqu'on en est à faire l'exposé des faits, faire le compte rendu, a dit que telle est de telle localité. Or, dans ce même dossier, on constate que le fort taux de pourcentage de localités impliquées, ce n'est pas là où on a voulu faire croire. On ne peut pas faire ces erreurs-là, ce n'est pas bon. Maintenant, venant à l'honorable député et au ministre, je dis non. Comme quelqu'un qui a parlé tout à l'heure, c'est un député de Souni, qui dit
qui ne croit pas qu'on va lever l'immunité parlementaire du concédé, que l'intéressé sera inquiété autrement. Je ne le crois non plus. Mais je dis c'est heureux déjà qu'on en soit là. Et ce que je voudrais souhaiter, c'est que sur les autres dossiers, parce qu'il y a pire que ça, que les Pays-Bas, c'est heureusement que ceux-là ont tapé du poing sur la table, on apprend 8 milliards. Dans l'affaire ICC Services, vous faites un peu le point pour voir combien c'est. C'est plusieurs milliards, c'est plus que ça. Et on ne connaît pas du dénouement de ce dossier. Oui, et ce n'est pas évident qu'on certainement que ce dossier donnera le top des autres investigations. Quel top? Non, il n'y a pas grand-chose à espérer. Le gouvernement pourra justement taper du poing sur la table. Il faut maintenant demander plutôt à ce peuple d'être vraiment plus éveillé et d'être plus responsable, d'être plus proactif. Parce que, observez, que tout se passe dans ce dossier comme si quand même on ne s'agit pas du Bénin. Vous n'avez pas eu de réaction outre mesure. C'est depuis, à l'honneur de la vérité, 2014 que le FONAC a dit que dans cette affaire de PPEA là, qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Mais vous avez dit tout à l'heure, il y a l'IGE. Mais l'IGE a fait quoi dans ce dossier? Voilà des indices qui vraiment ne donnent pas à croire que bien, après ce dossier, il y aura d'autres qui vont suivre et les gens seront punis. Dans l'affaire ici, ces services qu'on a évoqué tout à l'heure, où je tourne rapidement la page pour parler du siège de l'Assemblée nationale, vous avez vu, on a enfermé des gens qui après sont sortis et qui maintenant attaquent le gouvernement, qui demandent réparation. On évolue, on ne peut pas évoluer comme ça. Donc vous pensez que le gouvernement tourne en rond et qu'il est temps justement que le gouvernement saisisse réellement ces dossiers de crimes économiques et je ne sais pas si on tourne en rond, donner une nouvelle image tout à fait, il faut donner une nouvelle image et c'est possible. Tout à fait. Et ce qu'il faut simplement, c'est qu'il y ait la volonté qu'on punisse les gens, mais sans discrimination. Pierre est coupable, Paul est coupable, qu'on les punisse de la même façon. Et le Bénin est capable de faire ça. Donc, Lama Ballo, quel avenir vous voyez pour ce dossier? Est-ce que vous pensez que cela sera noyé? Vous le pensez aussi? Je ne veux pas faire le débat du régionalisme, parce que je pense que c'est un autre débat qu'on fera peut-être en temps utile si vous l'autorisez, bien évidemment. Je ne veux pas non plus en appeler à la réaction du peuple, parce que sur cette question-là, je ne vois pas vraiment ce que le peuple doit faire. Le peuple est comme nous tous, surpris, abasourdi. Le peuple se sent floué par les autorités qui sont chargées de le conduire vers le développement. Vous savez qu'il est impossible de parler de développement dans un pays s'il y a la corruption dans ce pays-là. Et le président Barack Obama l'a rappelé à sa dernière visite au Kenya. Donc il faut lutter contre la corruption. Alors vous me demandez si le dossier va connaître un aboutissement. J'ai la faiblesse de penser que ce dossier est suffisamment sérieux pour qu'on ait un aboutissement clair. J'ai déjà noté la volonté du gouvernement d'aller jusqu'au bout. Il reste maintenant à l'Assemblée nationale de prendre ses responsabilités. J'ai entendu dans votre interview un député dire qu'on ne doit pas continuer à maintenir ces gens en vie. Non, ils doivent vivre pour que nous puissions connaître la vérité. Parce qu'au Bénin, pour ce que je sais, on ne tue pas pour ce genre de choses. Donc il faut aller jusqu'au bout. L'Assemblée nationale doit avoir, n'est-ce pas, le vote nécessaire pour lever l'immunité parlementaire du député concerné. Si le député concerné arrive à aller devant la haute cour de justice pour nous dire sa vérité, eh bien le peuple, le monde entier constatera que il n'y est pour rien et on peut, à la limite, le rétablir dans ses droits. Mais il est important de le dire. Parce que si les députés, et ça c'est le premier test pour l'Assemblée nationale qui vient d'être installée, l'Assemblée nationale sous la présidence de Maître Adrien Ngouedi doit se démarquer de ces actes de corruption. 33 députés pour les Fosqueries pour un Bénin émergent. Le parti au pouvoir, ces députés doivent suivre la volonté de leur leader, le président de la République, pour voter cette défiance de M. Barthélémy Cassa. Il faudrait que tous les députés se mettent ensemble pour permettre à ceux qui sont incriminés d'aller répondre du dossier. Pour moi, c'est important. Première chose. Ce ne serait que du bien pour le oui, Bénin. deuxième chose, dans l'administration des finances, parce qu'il est impossible de sortir 8 milliards de francs CFA de la caisse publique sans que certaines autorités au niveau du ministère des Finances ne soient informées et ne soient complices. On dit que la responsabilité du ministre de l'Énergie, c'est une responsabilité morale parce que le ministre était informé, mais n'a pas pris les dispositions pour arrêter ça. Alors, je pense aussi qu'au niveau des finances, il y a des gens qui étaient informés et qui ont favorisé ce détournement. Ceux-là également doivent être punis avec la dernière rigueur. Je ne sais pas, nous sommes à moins de 9 mois de la fin du mandat du président Boni Yayi et en 8-9 mois, il peut montrer un signal fort, un signal qui dépasse la marche contre la corruption. Parce que ce qui freine aujourd'hui le développement du Bénin, c'est l'impunité.
Il faut punir. Je voudrais espérer. Je vous demande, Joël, de m'aider à espérer. C'est important d'espérer. Non, c'est important parce que si on ne le fait pas, je crois que Joël espère. Et nous sommes discrédités sur le plan international. Vous savez ce que ça veut dire? L'argent des partenaires techniques et financiers, ce n'est même pas l'argent du contribuable béninois. C'est l'argent du contribuable des autres pays, mais que nous bouffons allègrement. Alors, donc là, Mabalo, Joël Yetonji, le gouvernement s'intéresse également actuellement à un autre dossier, notamment celui du détournement des primes allouées aux policiers dans le cadre des élections législatives passées. Que pensez-vous, Joël Yetonji, de cette nouvelle affaire et des dispositions qui sont déjà prises dans le cadre de ce détournement? Vous savez, le Bénin est malade, très malade. Il ne faut pas avoir honte de le dire. Et ce n'est pas pur amour. Et quand on le dit, il ne faut pas qu'on pense qu'on en veut à ici. Quand on n'en parle pas, on ne peut pas corriger ce qui ne va pas. Parce que quand vous observez le dossier que vous venez d'évoquer, au niveau du ministère de l'Intérieur, ça ressemble au premier dossier. Moi, je dis que c'est triste, c'est malheureux. On ne peut pas comprendre parce que l'objet en question, c'est des sujets sensibles. On parle de l'eau, des gens qui n'en ont pas, dans des zones reculées. Et il y en a qui se trouvent, qui sont déjà dans des bureaux climatisés, qui pensent qu'il faut prendre cet argent-là. Et ils ont le courage de dire, les populations ont l'eau. Parce que les papiers sont faits, qu'ils ont pu créer les fourrages. Quand vous prenez ce cas-là, question de sécurité, on dit des primes aux policiers qui vont chaque jour au front. Et je ne vous apprends rien. Le Bénin, qui sont très mal payés. Avant le dernier remaniement qui a porté l'actuel ministre à la tête de ce département ministériel, les deux ministres qui l'ont précédé ont chaque jour eu à enterrer des policiers. C'est-à-dire, chaque jour, il y a un policier qu'on a pu abattre ici, il y a un autre à qui on a fracassé le crâne ailleurs. C'était quotidien. À un moment donné, c'était carrément, ça ne faisait plus bon d'être policier au Bénin. Et on dit que pendant que ça se passait, pour leur sécurité, on envoyait de l'argent, des primes pour eux. Et il y a des hauts cadres qui arrivent à empocher ce sous-là. Vous comprenez ça? Que le Bénin n'est pas malade? Mais c'est la question de moralité. Si on ne s'attaque pas à ce problème, et malheureusement, ce problème ne date pas de maintenant. Si vraiment les autorités veulent finir avec, ils peuvent finir avec. Parce que sur la chaîne, vous vous rendez compte que ce sont ceux-là qui sont à même d'impulser le comportement à adopter, qui sont fortement impliqués. Je veux simplement espérer, dire que c'est un nouveau ministre qui est là, dire que devant la BF, il y en a qui ont fait des aveux suffisamment accablants, on va situer les responsabilités. Et que si éventuellement les ministres qui malheureusement ou heureusement ne sont plus en poste aujourd'hui sont impliqués, alors, ils vont pouvoir répondre et on va enfin les punir. Il y a justement un des ministres qui est également à l'Assemblée nationale aujourd'hui. L'ancien ministre de l'Intérieur est devenu député par la suite. Alors, est-ce qu'il y aura également une procédure de levée d'immunité? Vous voyez, le cas du Bénin, c'est... Franchement, on ne comprend pas. On prend les mêmes, on recommence. Mais non, quand donc là me dit... Le Bénin n'a pas l'apanage de la corruption. Non, je n'ai jamais dit ça. Oui, je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais dit que... Je n'ai jamais dit non plus que vous l'avez dit. Bon, laissez-moi continuer alors. Non, vous avez fini. Non, je n'ai pas fini. Non, vous avez fini. Je parlais quand il a dit... Joël, ne faites pas de la discrimination. Non, la discrimination, c'est vous qui parliez depuis. Je vais observer qu'au départ... C'est moi qui lui ai donné la parole. Et au début, vous l'avez fait aussi. Et vous le faites une seconde fois. Je remarque que je laisse la parole. Sur ce sujet. Merci, chers collègues, d'avoir compris qu'il fallait me laisser la parole pour que je puisse m'exprimer. Je vous laisse la parole. D'accord, il n'y a pas de problème, mais je prends la parole alors avec beaucoup de bonheur. Pour dire ceci, pour dire que le Bénin n'a pas l'apanage de la corruption. La corruption, c'est un peu partout. Mais les sujets sur lesquels on parle de corruption sont des sujets qui peuvent déranger. On parle de primes des policiers pour des élections, je ne sais pas, législatives et aussi pour les élections communales, municipales et locales. L'argent, c'est des primes. Alors, tout le monde sait qu'on a donné des primes aux policiers. Comment est-ce qu'on a pu détourner les primes des policiers alors qu'on sait que la fonction de ministre est une fonction politique et que les policiers sont là au moins pour une carrière? Dans tous les cas de figure, vous allez revoir ces policiers devant vous. Alors moi, le problème fondamental que ça me pose, c'est le problème de compétence des gens à qui on confie les responsabilités au plus haut sommet de l'État. On a constaté qu'avec le gouvernement du docteur Thomas Boniaï, c'est une prime à la médiocrité. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ne sont promus que des gens
qui n'ont pas un certain parcours. Oui, des gens qui se retrouvent par accident. Attendez, laissez-moi aller jusqu'au bout. Des gens qui se trouvent... À un moment donné, au sommet de l'État, on n'a pas suffisamment étudié le profil de ceux-là. Est-ce que vous êtes sérieux? Est-ce que vous êtes sérieux? Non, dites-moi, non, dites-moi. Non, je veux justement... C'est moi qui pose les questions. Joël, vous pensez qu'au sommet de l'État, on n'a pas pu étudier les profils des gens qui ont confié les responsabilités? C'est possible, mais maintenant que les affaires ont éclaté, il faut évoluer. Il urge maintenant que le gouvernement prenne le taureau par les cornes pour trouver vraiment la solution. Et je pense que c'est dans ce sens que nous devons aller sur ce plateau. Nous ne sommes pas là pour mettre attention, de l'essence dans le feu. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec vous. Mais si vous voulez qu'on aille dans ce sens, alors vous orientez notre débat. Moi, je souhaite que vous nous laissiez aller dans le sens du peuple. Parce qu'ici, nous sommes en train de parler au nom du peuple. Et nous souhaitons que le peuple soit défendu dans ce genre de dossier. Alors, des gens qui se rendent coupables d'un acte doivent pouvoir payer pour les actes qu'ils posent. C'est ça aussi la responsabilité. Lorsque vous confiez des fonctions au plus haut niveau, vous avez l'obligation de résultat et l'obligation de reddition de comptes. Nous sommes là maintenant au moment de la reddition de comptes et on se rend compte que des gens ont disposé allègrement des devises publiques, des ressources publiques. Mais on ne peut pas laisser cela impuni. Oui, alors je souhaite simplement, je souhaite que le gouvernement, il ne reste plus que 8 mois pour le président actuel. Je souhaite qu'il aille jusqu'au bout de sa logique. Et j'espère pour lui, pour le président, et je regarde droit dans la caméra et je dis, j'espère que le président ne sera pas mouillé dans ces genres de dossiers. Parce que s'il le fait, on parlera de parjure. Et quand on parle de ça, il y a des conséquences des parjures ou du parjure, si vous le voulez. Alors moi, je pense que c'est très grave pour le Bénin. Merci. Il faut le dire. Et nous devons le dire tous les jours. Joël, je compte sur vous pour ça. Merci. Donc là, Mabalo, Joël Lietondi, on a annoncé également un détournement de fonds mis à disposition par la Banque mondiale et destiné à la construction de cantines scolaires. Votre appréciation très rapidement de ce dossier? Je suis au regret de constater qu'on est à la case de départ. C'est la même situation, c'est des cantines qui doivent servir à ces enfants des localités les plus déshéritées, difficiles d'accès, ces enfants qui ne reviennent pas à l'école simplement parce que manger, c'est une question casse-tête. Et il se trouve que des responsables qui sont appelés à encadrer ces enfants disposent de l'argent. Mais remarquez que ceux impliqués dans ce dossier sont des enseignants. Alors, quand l'enseignant appelé à impulser le développement, la conduite à adopter, si c'est lui qui devient le criminel, ça devient vraiment, vraiment inquiétant pour le Bénin. Mais là les fonds ont été décaissés, mais on n'a pas du tout vu ces cantines. Mais c'est ce que je vous dis. Et par qui? Ce sont des enseignants. Voyez-vous, ceux-là, sur qui les parents... On peut dire que la gangrène de la corruption a envahi tous les secteurs. Tous les secteurs sont désormais concernés, touchés par le Bénin. C'est pourquoi je parlais du Bénin, non pas parce qu'on a quelque chose contre le Bénin. Ce qui se passe est dramatique. Et je dis une fois encore, aujourd'hui, le dernier recours dans la société, c'est l'école. Mais si l'école doit devenir comme un cercueil pour les enfants, vous ne voyez pas qu'il y a de quoi se faire du souci. Si le dernier rempart est en difficulté, comme c'est le cas maintenant, il y a lieu de s'inquiéter. Et simplement, pour corriger ceci, il suffit d'un seul signal, un petit signal. Quitte à d'avenir au Bénin, c'est puni au plus haut niveau. C'est ça qui manque. On ne punit pas au plus haut niveau. Mais on prend les mêmes, on recommence. On ne peut pas comprendre que les gens impliqués dans ces dossiers, qu'on les retrouve à l'Assemblée, ce n'est pas faisable. Mais là, on peut dire qu'il y a eu un vote et les gens se sont retrouvés là. Mais quand vous observez le parcours au niveau du Bénin, par rapport aux scandales qui ont été cités, vous constatez que ceux-là qu'on a indexés, ce sont eux qui sont en plus promus. C'est ça le problème, c'est ça le drame. Le Bénin est en train de vivre un drame, je pense. Donc là, Mabalo, très rapidement, alors, au regard de ces cas de détournement annoncés, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le gouvernement du Bénin a décidé à mettre en œuvre des réformes contre la corruption et favoriser le climat des investissements avant la fin du mandat du président actuel? Parce qu'aujourd'hui, il est à 8 mois de la fin de son mandat. Votre question me déconcerte un tout petit peu. Vous embarrasse. Me déconcerte un tout petit peu parce que je ne sais pas si le gouvernement a la volonté d'aller là où vous nous amenez. Vous savez, sur 10 ans, on vient de faire plus de 9 ans. D'accord? Et si pendant tout ce temps-là, on n'a pas montré manifestement sa volonté d'éradiquer un phénomène, non, pas d'éradiquer, parce que vous allez me dire que c'est impossible d'éradiquer la corruption, mais au moins de freiner l'évolution de la corruption, on a échoué. Alors moi, je plains le prochain président du Bénin. Je plains le prochain président du Bénin parce qu'il va aller sur plusieurs chantiers à la fois. Et
il ne doit pas avoir peur d'être impopulaire. Parce que si vous décidez de lutter contre la corruption, c'est que vous décidez d'être impopulaire. Ceux qui sont impliqués dans ce genre de catastrophe, je dirais, économique, eh bien, ils sont nombreux. Vous devez taper dans la fourmilière. C'est important. Je ne sais pas si le président de la République sait ce qu'il attend, mais je veux espérer que pour le reste du temps qui lui arrive, il va marquer des signaux très forts en punissant. Parce que le problème, c'est l'impunité. Mais ça ne va pas le dédouaner pour le reste du mandat. Parce qu'au Bénin, on a volé l'épargne publique, c'est-à-dire l'argent des Béninois. On a volé l'argent de l'eau. On a volé l'argent des cantines scolaires. On a volé l'argent des policiers. Mais on a volé l'argent de tout le monde. Et en même temps qu'on le fait, on déverse de l'argent dans la presse pour désinformer. C'est aussi un autre mal de notre pays. Donc, on a trop de problèmes. Et c'est beaucoup de chantiers pour le prochain président du Bénin. Je veux souhaiter que prochainement, le chef de l'État du Bénin, le docteur Thomas Boniaï, s'il nous écoute, qu'il sache qu'on lui a donné ce pays, enfin, on lui a confié ce pays pour qu'il puisse le mettre sur le rail du développement, sur les rails du développement. Pour le moment, nous ne sommes pas encore à ce niveau-là. Et tant qu'il reste à faire, pour moi, rien n'est fait. Merci donc Lamabalo, merci Joël Yetondi. Je voudrais préciser que nous ne faisons que des analyses sur ce plateau et nous, notre objectif, c'est d'aider les gouvernants, les dirigeants à améliorer le climat des affaires sur le continent africain, à donner une autre image du continent africain, une Afrique qui bouge. Ce sera tout pour le premier débat de cette émission qui se poursuit. Voici le point de l'actualité à travers ce flash.